Défait à domicile, le FC Metz enchaîne une deuxième défaite consécutive face au Stade Rennais. Retour sur un match où la frustration aura été le maître mot avant et après la rencontre. Le dernier reçoit l'avant-dernier. Les Grenats doivent rebondir sur la pelouse de la Lanterne Rouge, la JOCR, pour se relancer comptablement à l'approche de la fin d'année, avant match. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau Graoli Mag. Je vous l'avais promis, on a changé entièrement l'équipe de cette émission. Voilà, on avait fait un peu du suspense sur qui va venir, qui ne va pas venir. On a tout changé. Il n'y en a aucun qui était là la semaine dernière, comme ça au moins, pas d'embrouille. On fait tourner l'effectif et on va commencer ce tour de table justement avec Franck Signorino. Bonsoir à tous, ravi d'être de retour. A priori, les remplaçants n'ont pas été bons, donc on remet place aux titulaires, c'est très très bien. Alors on fait tourner dans l'équipe, nous on aime bien. On essaie de donner du temps de jeu à tout le monde. Alors quand je joue pas plusieurs mais il faut savoir saisir sa chance, j'espère que... moi je vous le souhaite, parce que moi ici pour le moment je suis tranquille. Face à toi ils sont deux, Mathéo Philippe est avec nous. Bonsoir, titulaire ou remplaçant, moi pas de problème, je boude pas, je joue. C'est beau ce que tu fais à tes côtés. Bertrand Antoine avec qui j'ai commenté la rencontre de ce week-end. Bonsoir Aymeric, bonsoir à vous. Moi, je comprends retrouver à 23h sur Moselle TV, mais avant ça, évidemment, il y a le Graoli Mag, votre rendez-vous, et on va revenir sur tout ce qu'il s'est passé ce week-end. C'est l'heure du journal de la Ligue 1. Retour donc sur la défaite du FC Metz face au Stade Rennais en ouverture de la 14e journée. Franck, on a différentes lectures sur ce match. C'est vrai que c'est la deuxième défaite consécutive, mais en même temps, le FC Metz a su faire douter, aurait dû mériter un peu mieux face au 6e du championnat qui était en forme. Le FC Metz sait lutter contre ces équipes-là. Oui, en fonction du scénario, je pense que Rennes a laissé espérer ce FC Metz, et parce que je pense que malgré 20 minutes poussives, le FC Metz a su redresser la barre, a su maintenir Rennes à niveau. Par contre, au vu des images, tu peux dire quand même que le Stade Rennais a laissé le FC Metz revenir dans le match. On a sorti un coup de moins bien des Rennais après l'ouverture du score. C'est ça, parce qu'il y a quand même 3 montants, il y a quand même des occasions de faire le break, ce qui a laissé le FC Metz dans le bain. Et par rapport à ce dernier quart d'heure où le club a joué son va-tout, c'est vrai qu'ils auraient pu espérer davantage. Maintenant, je dirais que la logique a été respectée par rapport au niveau global, mais que ce FC Metz n'est pas loin. Malheureusement, ça fait 2 défaites d'affilée et que maintenant tu retombes à cette avant-dernière place. Tu avais fait un gros effort pour recoller au wagon de devant et que maintenant il va falloir s'y recoller avec ce match hyper important contre Auxerre qui va, à mon avis, donner le credo de cette nouvelle année avec éventuellement des recrues, éventuellement aussi des objectifs, et c'est-à-dire rester collé à ce wagon et ne pas être décroché. C'est vrai qu'il y aura encore quelques matchs avant la fin de l'année civile. On reviendra évidemment dessus. On reste pour le moment sur ce match de la 14e journée avec les statistiques. Si vous le voulez bien, au niveau de la possession, c'était plutôt équilibré. 52% contre 48%. 16 tirs à 9, 5 tirs cadrés à 2. Bertrand, c'est vrai que pendant qu'on commentait ce match, on avait vraiment l'impression que c'était au moins aussi équilibré que ce qu'on voyait avec le FC Metz. On aurait dû aller un peu plus loin, mais comme on l'a dit, il y a un petit cran qui n'a pas été respecté, c'est celui de la Ligue 1. Oui, je trouve, je partage déjà l'avis de Franck, et en complément par rapport à ce que tu disais, Aymeric, il y a eu trop d'imperfections en fait sur une première touche, sur une. On ne parle pas forcément de finition. Non, sur les passes de déséquilibre, déjà, qui sont les plus dures, parce qu'il faut être capable justement de jouer avec justesse. Et ça n'a pas été le cas tout le temps, même des ballons qui auraient pu être un peu mieux négociés. Je crois que Gauthier Hein en parlait justement, de ces ballons-là mal négociés. Donc oui, c'est le step de la Ligue 1. La Ligue 1, elle est intransigeante par rapport à ce niveau qu'il faut maintenir, quel que soit l'adversaire, que ce soit le Stade Rennais, mais le Stade Brestois aussi, la semaine passée. 2 équipes différentes, mais on regarde le Stade Brestois, ils sont capables d'aller gagner à la Méno, sur une équipe de Strasbourg qui fait une belle première partie de saison. Donc, ouais, très compliqué, très difficile, et justement, il faut pas de relâchement, il faut de l'exigence tout le temps. C'est le haut niveau. Et c'est le haut niveau. En plus, Mathéo, c'est la première fois depuis 5 rencontres que le FC Metz n'a pas marqué en Ligue 1. Ça reste quand même une statistique, même si le club est promu. Alors, on compte ce but face à Lille.
qu'on a dit anecdotique, mais On pas l'a tout à fait, Franck. On en avait déjà parlé de ce but d'Ibou Sané, mais ouais, voilà, c'est vrai qu'on l'a dit, déjà, ils ont encaissé moins de buts que face à Brest. Il n'y en a eu qu'un, même si ça aurait pu être plus, mais par derrière, il faut aussi être capable de marquer des buts, et ça, le club n'a pas réussi à le faire. C'est simple, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Les 25 premières minutes, vraiment, Rennes domine, ils ont les occasions, des poteaux. Et le problème, c'est que après, même tout le long de la rencontre, il y a trop de déchets techniques de la part des Messins, que ce soit à la relance ou des derniers gestes, dernières actions. Au final, ça paye cash face à une Ligue 1, même quand Rennes te laisse espérer en ne mettant pas un deuxième but, en te laissant un peu plus la balle en deuxième partie de rencontre. Malheureusement, tu ne peux pas gagner un match. Cette capacité à punir qui a toujours un petit peu manqué au Grenat depuis le début de la saison finalement. C'est ça, tu ne punis pas, mais là au final tu es mené. Mais on a vu qu'on pouvait revenir au score quand tu es mené lors de notre série de victoires. Donc ces deux matchs-là, Je suis plus modéré par rapport à ça. Excuse-moi, je viendrai après là-dessus. Sur cette série de victoires, ces 3 victoires, on a eu ce caractère-là quand même en revenant contre Nice notamment. Et voilà, c'est justement l'adversaire que tu cites, c'est que moi ce qui m'intéressait, et je rebondis là-dessus, c'est que les 2 victoires que tu mérites amplement, c'est à Nantes, c'est contre Lens, où tu ne prends pas de but et tu n'es pas à réaction. Nice, tu as réussi à renverser la vapeur parce qu'en face, tu as une équipe malade. Tu as une équipe aussi. Tu as une équipe qui est en difficulté en Europa League. Tu sens que l'entraîneur est agacé, tu sens les déclarations, tu sens qu'il y a des blessés, tu sens que cette équipe est en perdition. D'ailleurs, ils en ont pris 5 la semaine d'après contre Marseille, il me semble, à domicile. Donc, après, toi, le fait de revenir face à cette équipe, tu ne dois pas l'incomber, je pense, à cette force de caractère du FC Metz. On aurait pu le dire juste après, en disant « Ah ouais, ils ont réussi à réagir ». Mais vu l'adversaire, là, tu as en face de toi une équipe comme Rennes, tu n'arrives pas à renverser la vapeur. Et ce qui me fait dire que, en fait, ce FC Metz-là, ces 3 derniers matchs, a retombé un petit peu dans ses travers, le fait d'encaisser un premier but et t'oblige forcément à courir après le score, ce qui explique ce déchet, ce explique cette précipitation. Alors que si tu restes à 0-0 face à ce Rennes-là, je pense que... Ce qui était le cas sur les matchs dont tu parlais, justement, Lens et Nantes. Tout à fait. Et moi, je pense que c'est le gros défaut, même à Brest. Tu es capable de marquer 2 buts à l'extérieur comme tu étais capable de marquer 2 buts à PFC. Certes, on revient 2 fois, mais je trouve que c'est un peu le même match que contre Rennes. On était fébrile, pas très bon techniquement. Brest rentre dedans. Et c'est un peu les 2 mêmes matchs. Et au final, la prestation, à la fin, tu perds. Et certes, tu es revenu contre Brest, mais effectivement, c'est une certaine autre qualité. Tu vois aussi entre Rennes qui a le vent en poupe, on va pas se mentir, a des objectifs européens. Puis sur le papier, c'est meilleur, clairement. Techniquement. Après, voilà, le papier ne fait pas tout. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand même, tu prends des buts. Déjà à Brest, j'avais dit dans notre groupe, tu retombes un petit peu dans des travers où tu prends 3 buts. C'est difficile de gagner un match. Là, chez toi, tu encaisses le premier but au bout de 20 minutes. Rapidement. Tu es forcé de courir après le score. Tu donnes beaucoup d'énergie. Et quand tu veux donner beaucoup d'énergie, tu as forcément plus de déchets, plus de précipitation. Et c'est compliqué de revenir face à une équipe qui est, on le disait, en forme. Je bouscule un petit peu l'ordre de tout ça et je m'adapte à vous. Mais c'est vrai que Bertrand, ce match, c'est le 3e consécutif où le FC Metz encaisse un but. Mais c'est vrai que c'est aussi sur le timing. C'est encore une fois un début de match pas maîtrisé de la part du FC Metz. Ça a été le cas contre Brest avec ce but encaissé au bout d'1 minute 30, je crois. Pareil à la sortie du vestiaire en deuxième période. Là, les 20 premières minutes ne sont pas du tout à l'avantage des Grenats. Est-ce qu'il y a un petit problème à rentrer dans le bain ? Sur ce match-là, moi, je dissocierais en fait 2 temps si on bloque à 20-25 minutes. Je trouve que dans un premier temps, sur les 10 premières minutes, c'était plus ou moins... je dirais équilibré avec peut-être une légère possession de Rennes. On cherchait une première occasion à ce moment-là. Ouais, et Rennes a tout d'un coup a passé la seconde et là ça s'est enchaîné sur des situations. Il y a eu le poteau, le deuxième sur corner et puis surtout après il y a ce but-là qui fait que le Stade Rennais a validé en fait son temps fort, alors que Metz, au contraire, son temps faible. Et puis encore une fois, et tu le sais sans doute bien mieux que nous, Franck, parce que tu as joué à ce niveau-là, mais cette gestion-là, elle est importante. Tu peux pas être au top tout le temps dans un match, mais il faut être capable de faire le dos rond. Et là, Rennes a réussi à passer la seconde. Et puis c'est vrai qu'après, on parlait des erreurs techniques de l'équipe messine, mais le Stade Rennais aussi en a fait. Et ce qui est justement frustrant, et je reprends le titre que
que tu as donc. Je me suis pas cassé la tête aujourd'hui. Ouais, mais c'est juste parce qu'en fait, on a eu 2-3 récupérations de balles qu'on a mal exploitées. Et je ne sais pas après si c'est lié mentalement ou si la fatigue, je ne pense pas, parce que c'était déjà sur la fin de la première mi-temps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas cette justesse. Après, il y a aussi un fait de jeu qui est la sortie de Cheick Sabali, qui quand même, je dirais, désorganise un petit peu l'équipe, parce que déjà, on est repassé avec 2 attaquants. C'est Ibou Sané, qui était avec Cheick Sabali, qui est rentré à l'intérieur, qui jouait sur un côté. Donc voilà, ils ont dû sans doute, j'imagine, travailler ces plans-là. Et puis finalement, c'est Joël Assoro qui pour l'instant, n'arrive pas à franchir ce cap-là. Et on a 2 mêmes profils aussi au poste d'attaquant. Donc compliqué, c'est dommage en tout cas, parce que je pense qu'effectivement, il y avait moyen peut-être d'aller au moins chercher l'égalisation. Et puis après, le match de Nice... on ne sait pas après comment ça s'inverse mentalement un match de foot, quand on arrive à prendre l'ascendant sur l'adversaire. Donc ouais, frustrant. On va revenir sur Sabali. Je m'adapte encore une fois, il n'y a pas de souci. Une petite torsion, une cheville, dit Stéphane Le Mignon. Je ne pense pas que ce soit très grave, on verra dans les prochains jours. C'est vrai qu'à ce moment-là, on s'était peut-être dit que c'était la mauvaise phase qui continue à descendre, la possession, l'ouverture du score, derrière la blessure. On reviendra juste après sur les différents remplaçants, sur Joël Assoro, sur Ibou Sané. Avant ça, on va regarder si ce mot frustration fait aussi partie du vocabulaire des joueurs qu'on a eu en zone mixte. Fodé Ballo-Touré et Jean-Philippe Bamin, on les écoute. Il a manqué quoi? C'est la finition, c'est quoi? Ouais, exactement, c'est la finition dans la surface adverse. Après, on est déçus, mais pas tout est à jeter. Parce qu'il y a au-delà de moi, c'était pas facile, on n'arrivait pas trop à faire ça. Et là, il manque juste à bosser les derniers détails. Puis voilà, on ne méritait pas de perdre pour moi, minimum un nul. Et on va se mobiliser et se concentrer la semaine pour régler les petits détails et aller gagner contre Auxerre. Ouais, c'est clair, on est frustré. Maintenant, on entame mal ce match, on concède ce but et après c'est compliqué de revenir face à une équipe comme Rennes. On le savait, maintenant c'est à nous de rectifier ça. Ça fait 2 matchs où on démarre très mal. Et il faut aller à Auxerre avec l'envie de tout rattraper et de prendre les 3 points. Évidemment, vous l'avez vu, Fodé Ballo-Touré faisait partie des titulaires de Stéphane Le Mignon. Quelques changements dans le 11 de départ que l'on va voir maintenant. Changement aussi de système. Retour à ce système hybride, comme on peut l'appeler, avec notamment Fodé Ballo-Touré, Titaï Julie qui était cette fois-ci piston droit. Au milieu de terrain, Demagué, Traoré. En attaque, Sabali, Ibou Sané et Gauthier. En l'absence d'Habib Diallo notamment. On reviendra dessus après. Franck, des changements... pas forcément prévu, on a été resté sur cette logique, ce retour du 4-2-3-1 aussi, bon, même si ça change au cours de la rencontre. Là, Stéphane Le Mignon a décidé de peut-être renforcer un petit peu les rangs face à une équipe qui était en pleine confiance et qui avait quand même 2 atouts devant entre Esteban Le Paul et Brelem Mbolo. Ouais, et puis bon, tu t'aperçois que le changement de système arrive après une défaite à Brest, où tu en as pris 3, où tu n'avais pas forcément une prestation aboutie. Donc il a réfléchi en fonction de l'adversaire du moment, comme tu me dis, avec 2 attaquants qui sont très mobiles. Esteban Le Paul, c'est très très mobile. Tamari aussi, ça va vite sur le côté. Donc je pense qu'il a... Surtout sur le côté qu'est venu le danger sur ce match. Voilà, donc il a voulu répondre à cette problématique-là. Et donc finalement, par rapport au système, je ne suis pas forcément étonné. Et puis... force est de constater qu'il n'avait pas forcément tort, parce que Rennes, c'est vrai, a eu ses 25 premières minutes, a eu ces 2 poteaux, notamment avec Gébamin qui revient en catastrophe, etc. Mais on finalement, demandé si c'était maîtrisé ou pas. Comme tu le dis, ils sont à pas grand-chose. Mais encore une fois, pas grand-chose. Il va falloir aller le chercher à Auxerre, il va falloir le chercher, même pourquoi pas à domicile contre le PSG. On voit que cette équipe peut être mise en difficulté. Donc voilà, non, je pense que le système n'est pas si surprenant que ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bertrand, mais... Je suis plus sceptique. Ouais. Alors, je partage en tout cas ce que tu dis par rapport au fait
de la défaite de Brest, et du coup tu te dis bon ben on va peut-être changer quelque chose. Le coach l'a dit de toute façon, et tu l'as dit également Franck, Aymeric également, sur le fait qu'il y ait 2 attaquants et donc qui renforce effectivement peut-être l'axe avec 3. Moi ce qui m'embête en fait c'est la position de Tiziasvili. Piston, alors déjà je ne l'ai pas en piston, mais ça c'est ma sensibilité à moi. Et à droite alors encore moins. Et en fait ça fait beaucoup de changements je trouve justement. Et on essayait en tout cas moi c'est mon avis, je prônais en fait un équilibre et puis le fait d'enchaîner un petit peu sur une défense je dirais un petit peu plus stabilisée. Alors certes, comme tu le disais à juste titre, il y a ces 3 buts encaissé, cette défaite à Brest, donc tu changes des choses. Ouais, je l'ai pas comme ça. Tu changes Maxime Collin, tu changes Titzvali, Tita, tu peux l'appeler Tita. Ouais, alors moi j'ai du mal. Mister Ballot Touré, donc sur le côté. Tu rentres Ibou-Sané devant. Après aussi. Voilà. Ça fait, pour moi, ça fait beaucoup. Et si tu prends le match de Brest, alors je pense que Brest nous a mis en difficulté du fait d'être venu haut nous chercher, et peut-être qu'il y avait une réorganisation à faire, mais peut-être pas dans cette compo. Voilà. Après, c'est aussi, il faut voir ce que le coach voit à l'entraînement. Exactement. Il s'est justifié par rapport à, c'est lui le patron, à Kwao, par rapport à ce qu'il voyait à l'entraînement, par rapport à éventuellement pas une sous-régie, mais un essoufflement. Et du coup, tu veux relancer en même temps, après la trêve, un Ballot Touré qui était blessé ou qui est en recherche de continuité et qui doit être, a priori, ton titulaire à gauche durant toute la saison. Donc voilà, c'est par rapport à ça. Mais alors, excuse-moi de te couper, Franck. Ballot Touré, il a raison. Hein. Oui, bien sûr. Je dis juste, je cherche à comprendre pourquoi il le fait. Sa rentrée à Brest, elle me convainc pas. Je suis pas convaincu de sa rentrée. Voilà, déjà dans un premier temps. Et effectivement, si de toute façon, ils l'ont recruté pour jouer à ce poste-là, c'est clair. Mais tu as trouvé une solution un peu sortie du chapeau parce qu'effectivement, on n'avait peut-être pas Maxime Collin et ça tournait bien. Mais pas dans le système A5. Moi, je vois pas forcément un Maxime Collin. Mais pourquoi tu restes pas à 4 ? Moi, par rapport à l'adversaire, parce que je pense que le coach il le dit à un moment donné voilà. 2 attaquants, Esteban Le Paul et donc c'est Mbolo, voilà, qui sont même en face, le milieu était fourni, il y a aussi joué à 3 défenseurs à ce moment. Donc voilà, éternel débat. Donc je pense qu'il était parti sur un système A5, oui, clairement. Et que pour s'adapter à ce système A5, effectivement, pour avoir un petit peu de poids offensif, sans manquer de respect à Maxime Collin, qui est un peu plus réservé, qui est un peu plus défensif, tu as cherché quelqu'un qui se projette davantage avec un peu plus de vitesse. Mais quand tu passes à 4, tu as plus de situations au final offensives, et c'est là où, sur la fin, tu es à 4, voire où il fait rentrer beaucoup d'attaquants, c'est là aussi tu as plus de situations. C'est dommage, tu te dis au final que tu aurais pu avoir des situations. Il a tenté une chose, ça n'a pas réussi. Alors je pense que la semaine prochaine, tu seras à 4. Mais bon, c'est un pronostic, c'est un pronostic. Mais voilà, c'est vrai que... J'étais surpris, moi. En tout cas, je comprends pas la sortie de... Surtout que c'est avec ce schéma un peu hybride que... on a tous été surpris par rapport à ça, mais il l'a justifié de cette manière. Je pense que les 2 attaquants de René faisaient peur effectivement à Stéphane Lumignan, et puis Mbolo a fait quand même le taf physiquement face à Yegbé. Il est passeur sur Rongier, je crois, en plus. C'est possible. Et puis la semaine d'avant, Ajorc a aussi bouffé les défenseurs centraux messins. Dans les gros joueurs gros impacts comme ça, Yegbé il s'est bien fait manger quand même. Et puis ce match-là aussi. Mais l'autre possibilité tactiquement, si on est de cet ordre-là, tu peux aussi renforcer ton milieu de terrain, tu peux rentrer un Stambouli, tu peux rentrer un Boubacar Traoré, même si ça a été le cas. Mais t'as enlevé Alpha Touré. Mais je sais pas s'il fallait l'enlever. En tout cas, peut-être dû à la performance contre Brest. Peut-être. Ouais, c'est le cas de beaucoup. Après, c'est aussi le débat. Et Alpha Touré était devant à ce moment-là parce que Boubacar Traoré était réduit physiquement et aussi était malade. Peut-être que là maintenant à 100%, en fait, il a repris une place dans une hiérarchie. C'est plein de petits éléments qui font que... Oui, et puis les entraînements, on l'a dit, ça se trouve, voilà. Pour aller au bout de ma logique, essayer d'avoir un milieu de terrain en fait plus proche, justement, pour couper ces relations. Parce que si tu veux couper ces relations, il y a... sur l'aspect aérien où tu peux mettre une couverture, mais il y a aussi si le jeu au sol où tu vas peut-être mettre
une sentinelle ou des joueurs très proches défensivement dans ton milieu, plus proches de ta défense centrale, pour couper ces relations. Donc tu vois, il n'y a pas uniquement le fait de renforcer, d'être en supériorité numérique, tu peux aussi être à égalité numérique, mais couper ces relations. Et ces joueurs-là, autant ailleurs que c'est plus compliqué, parce que lui, tu mets des ballons dessus, il dévie, il garde, c'est très compliqué. Autant là, je me dis qu'il y avait peut-être. Bon, après, c'est un sentiment. C'est des sans fin. C'est plus facile de comparer ça après le match qu'avant. Tu dis. Où je rejoins Bertrand, par contre, c'est vrai que j'aime pas du tout Titashvili piston, et d'autant plus à droite. C'est dommage. Donc c'est là. Bon, là où il avait commencé à être performant, c'était dans le 4-2-3, mais un cran au-dessus. Voilà. Et c'est là où le sujet va sûrement bientôt arriver. Mais pourquoi Kofi Kouao n'est pas titulaire alors à droite? C'est vrai que contre Brest, il n'était pas très bon, Kofi, mais ça reste son poste, je pense que un poste plus naturel. Pour chercher la raison, je pense que tu as des joueurs qui étaient sur une bonne forme, genre Titashvili, que tu ne peux pas sortir non plus. J'essaye de comprendre. Et qui est capable de prendre la profondeur, hein, parce que sur le but à Brest. Oui, mais à gauche déjà. Oui, mais comme quoi tu sens qu'il peut se projeter, tu sens qu'il peut. Rappelez qu'il joue à droite à l'origine, Titashvili. Donc oui, alors, peut-être surpris parce que tu n'aimes pas ce poste-là, mais après c'est vrai que par rapport à la prestation de Kofi qui avait peut-être déplu à Brest, par rapport à ce qu'il montrait à l'entraînement, tu as ce joueur-là qui est quand même en confiance, qui marque un but et qui pour moi montre une qualité ou développe cette qualité qu'il ne démontrait pas au départ en prenant cette profondeur, en demandant dans le dos et en montrant cette vitesse. Donc oui, après. Et le fait que tu le mettes à droite pour qu'il rentre sur son pied. Ouais. Il les fait les allers-retours Titashvili, il court beaucoup. Titashvili qui rentre à gauche quand il est à droite, quand il rentre sur son pied gauche, mais avec un joueur en dessous de lui, tu vois. Oui. Pas tout seul sur le piston. Oui, tu as un latéral qui va sur son côté, qui lui permet d'ouvrir et de rentrer sur son gauche. Voilà. Et c'est là qu'avec Kofi Kouao, en plus, tu as raison, Maxime Collin, c'est plutôt un profil défensif. Et Kofi, c'est quelqu'un qui va se porter vers l'avant. Donc, tu peux avoir ce pied gauche, justement, inversé, où tu rentres, où tu libères le couloir pour Kofi. Oui. Bon, après, voilà, je pense qu'il les a, de toute façon, toutes les solutions. Ils ont aussi regardé le match encore et encore et encore. Et puis voilà. Hein. On va justement pouvoir passer à ce petit événement. Je vais mettre des guillemets sur le mot événement, parce que finalement, on a peut-être trop fait ou pas, je ne sais pas. Kofi Kouao sur le banc, c'était l'une des informations de cette composition d'équipe. Et derrière, le joueur a été aperçu assis sur le ballon pendant l'échauffement des remplaçants. Ça a fait parler sur les réseaux notamment. Alors, certains ont parlé d'un geste de frustration, ce genre de choses. Lui s'est expliqué dans les colonnes de l'équipe. Vous allez voir une partie de la citation, je vais vous en lire une autre. « Je suis très surpris par l'ampleur de la polémique. C'était rituel et pas du tout un refus de m'échauffer. Je suis un trop bon garçon pour faire ça. Tout le monde a 3 minutes libres à l'entrée sur la pelouse. J'en profite toujours pour me mettre assis quelques instants sur le ballon pour regarder le stade et les supporters. » Franck, est-ce qu'il y en a eu un peu trop de faits sur ça ou pas? Est-ce que l'image quand même peut agacer un petit peu? C'est plein de petites questions autour de ça. Il y a un peu de tout. C'est-à-dire que je pense qu'il y a pas mal de situations tous les week-ends à laquelle on peut passer à côté. Maintenant, Kofi, on l'a toujours connu avec le sourire, etc. Et je pense qu'il y a quand même une certaine frustration qu'il a laissé transpirer. Alors, de manière volontaire, on peut se dire oui, ou de manière maladroite, sûrement. Et je dirais que ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est que oui, ça a été repris par Ligue 1 Plus en direct, avec le commentateur en direct, et donc ça a été forcément à la vue de tout le monde. Et c'est ça, cette maladresse, c'est que cette frustration, elle arrive tous les ans. On va pas se mentir, dans chaque club, dans chaque vestiaire, etc. Le problème, c'est qu'il faut être intelligent. Ta frustration, on peut la comprendre, même si, comme tu dis, il a toujours été titulaire et que là, il le fait souffler et qu'il dégoupille peut-être un peu trop vite. Mais cette frustration, il ne faut pas que tu la montres au grand jour. Tu peux parfois l'avoir en interne, ça se traite en interne, tu peux montrer ton mécontentement, il y a certaines façons de le faire. T'inquiète pas, en interne, ça va être géré, mais le fait de le montrer, ça remet une pièce dans la machine après les histoires de Sabali, alors que le club commençait à avoir une certaine sérénité avec ses 2 victoires, revenir, un collectif, etc. Le problème, c'est que l'impact que ça a eu sur le collectif, alors même si certains diront que c'est une histoire sans en être une, le problème, c'est la médiatisation. Et je pense que là-dessus, il a été maladroit et il a un petit manque d'intelligence de montrer ça, notamment sur un terrain où forcément
tu sais qu'à un moment donné, tu es scruté et qu'on va, on va relever cette image. Il se doute qu'il a les caméras sur lui. Au bout d'un moment, qui le voient. voilà, ou alors, soit c'est de la maladresse, soit un manque d'intelligence sur le moment. Et à la maladresse, je pense, oui. Et les deux à la fois. Et le souci, c'est ça. C'est que, par contre, il faut assumer après. Il faut assumer. Tu as eu un geste de frustration. Tu l'as montré, tu n'auras pas dû le montrer. Et moi, ce qui est étonnant par rapport à ça, c'est que ça va à l'encontre de tout ce qu'il avait montré auparavant. C'est-à-dire que moi, je signe n'importe quel contrat, 4 ans avec le FCMS, c'est mon club, etc. Et vient cette image-là, tu te dis, ouah, tu bascules d'un tout à rien d'un autre côté, et que, mine de rien, ça remet un petit peu les choses en question. C'est ça qui est dommage. Je pense qu'il était un peu dans sa bulle, dans son monde. Je pense que l'aspect émotionnel a pris le dessus sur la raison. Il n'a pas pensé à l'après, à l'image qu'il renvoyait. Et malheureusement, ça porte préjudice à un collectif. Oui, parce que ça crée au final des débats qui n'ont pas lieu d'être. Je lui parle d'un échange avec l'un des médecins du club sur un strap ou ce genre de choses. Oui, ce qui est Alors, j'ai possible, pas encore les qualités pour lire ce qui se dit à ce moment-là sur les images qu'on a vues précisément, mais Quand tu fais comme ça, que tu parles d'un strap, je sais pas, non. Tu fais plutôt comme ça. peut-être que toi tu fais pas le signe au strap comme ça, on ne sait pas. Après, il était longtemps sur le ballon, donc il y avait peut-être eu d'autres sujets. Non, mais tu sens le mécontentement, mais pour être pragmatique, tu dois pas faire ça. Tu n'as pas le droit de le faire par rapport à un collectif, par rapport au club, surtout avec les déclarations que tu as eues avant. Je pense que c'est une erreur, une grosse erreur, parce que tu mets le focus sur l'équipe, tu fais une polémique qui n'a pas lieu d'être, et voilà, tu mets en difficulté tout le monde pour un cas personnel. En tant que sportif de haut niveau professionnel, et là, ce n'est pas donneur de leçons, parce que j'ai fait cette erreur aussi. Heureusement pour moi, ça n'a pas été aussi médiatisé. Manque de bol pour lui, il y a eu le focus dessus. Par contre, après, il faut assumer, c'est-à-dire me remettre au travail, me mettre à la disposition du collectif, faire amende honorable et faire face aussi notamment ce qui a été dit plus ou moins dans l'interview où il dit que voilà, il était au décrassage, il n'y a eu aucun problème, que tout a déjà repris son cours et que voilà. Alors après, est-ce que ça se réglera? Est-ce qu'il y a des trucs à régler en interne? Ça, aujourd'hui, on après ça, c'est le club qui voit, c'est aussi les coéquipiers, tu vois, parce que mine de rien, Kofi, il fait partie des cadres. C'est ce que je voulais dire, justement. Et c'est ça qui est d'autant plus préjudiciable. Maintenant, c'est les autres cadres qui vont se réunir avec lui en bonne intelligence, ne pas en faire une affaire d'État, parce que ça risque de nuire au collectif après. Par contre, de se dire les choses, de prendre peut-être, je sais pas, une sanction dans le sens où tu vas payer un resto à toute l'équipe, tu fais amende honorable, tu dois trouver un truc qui serve pour faire avancer le collectif. C'est ça pour moi. Je suis d'accord avec toi. Ce qui est dommage, c'est par rapport au statut qu'il a, l'image qu'il renvoie quand tu es remplaçant et que tu vois Kofi qui réagit parce qu'il était titulaire tout le temps et qui réagit mal à la moindre fois où il est sur le banc. Quand tu es remplaçant habituellement, tu prends mal aussi peut-être aussi. Et c'est pour ça que j'espère effectivement, ils en ont parlé ensuite à l'après-match ou ce week-end. Et maintenant, il faut passer à autre chose parce qu'il y a la mission maintien qui compte. On en parlait en off aussi, c'est que ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que Kwao aurait pu l'avoir, cette attitude, à un moment donné, et ça aurait été d'autant plus, on va dire, plus compréhensible. J'allais dire pas que j'admets et que je le rends légitime, mais d'autant plus compréhensible lorsqu'il a vécu sa situation solaire Bologna, où il était mis à la cave, qu'on l'a même demandé à la limite de trouver la club, etc. Il devait partir, etc. Et que, sachant que les résultats n'étaient pas au rendez-vous, que lui était quand même mis à la cave, etc., qu'il n'avait pas sa chance et qu'on avait mis une traite dessus, à ce moment-là, tu peux te dire... Tu pètes les plombs parce que c'est long, t'as encaissé, tu vois que... Voilà. Autant là, c'est vrai que j'étais surpris parce que c'est pas un fait répété. C'est ça qui est d'autant plus surprenant. Je sais pas, à toi Bertrand, tu observes, mais ton ressenti en tant que coach. Parce que le problème, c'est l'interprétation qu'on en fait. Parce qu'effectivement, quand tu lis l'article de Kofi là, dans l'équipe, lui, il dit non, j'ai l'habitude de faire ça. Je doute un petit peu de l'affaire là. Mais il faut voir les matchs précédents. De voir sous Bologna si est-ce que c'est ça. Non, mais parce que là, le problème, c'est que cette année, il n'était pas remplaçant. Donc, tu ne peux pas regarder si c'est 3 000, parce qu'il y a aussi cette histoire de protocole où les remplaçants n'étaient pas obligés de faire le même. Ça, c'est un faux débat. Oui. Non, mais qu'il le fasse à l'entraînement. Là, tu laisses part à l'interprétation. Pour moi, il est là le problème, en fait. C'est qu'il y ait ce focus ou pas ce focus. Tu es à Saint-Symphorien, effectivement. Et puis, je trouve que c'est pas... Si, effectivement,
ça se confirme ce qu'on ressent, même si Kofi dit le contraire, qu'il était frustré. C'est pas génial en termes de, je dirais, d'attitude et de respect pour tes partenaires. Parce que ça veut dire que Maxime Collin, depuis le début de la saison, il aurait pu à un moment donné aussi se mettre assis sur le ballon et puis faire le moment le boudeur. Et puis là, voilà, quand il fait comme ça, bon bref. Non, je pense que c'est pas des attitudes à avoir sur un terrain de foot, je dirais, professionnel, avec le statut de professionnel. C'est leur métier. Et oui, effectivement, il y a des droits, il y a des devoirs. Et à un moment donné, tu dois être en capacité de des passes avec tes coéquipiers. Ce qui est gênant, c'est que pourquoi tu vas t'asseoir sur le ballon au milieu du terrain ? C'est ça, c'est que tu ne dois pas le montrer. C'est, à la limite, tu es frustré. Mets-toi de côté, tu gères ta frustration, tu dois gérer, ça fait partie du métier, tu dois la gérer et tu dois surtout, comme tu dis, faire attention à l'image, tu dois réfléchir aux conséquences de tes actes. Ouais, ça n'a pas été le cas, je pense. Non, parce que c'est un vrai bon mec. Mais oui. Donc c'est là, tu vois le petit enfant qui a pas accepté. Après, et en plus, la question que je me posais, tu vois, c'est à quel moment il a appris en fait qu'il allait être remplaçant. Parce que si ça c'est quelque chose... Je vais vous parler. Je vais vous parler du vestiaire pour éviter ces moments de tension. Moi, dans mon petit monde amateur, quand j'étais à l'APM, je discutais avec les joueurs en amont, c'est-à-dire pas à 5 minutes du match ou pas à 1 heure du match. La veille, l'avant-veille, quand je sentais que j'allais désamorcer, je peux te dire qu'une fois je l'ai pas fait, ça m'a pété à la tête. Donc, à un moment donné, si tu échanges déjà, si le joueur sait, le jour du match, il arrive, il est déjà plus apaisé, peut-être un peu remonté, mais plus apaisé. S'il l'apprend 1h30, 2 heures avant le match, le mec, c'est une cocotte minute. Et puis, il semblait pas vraiment apaisé. Ça se trouve, comme tu dis, après le jour même. Voilà, c'est une question que je me suis posée. Ouais, mais toi, tu agis en fonction du profil de joueur auquel tu as en face. Ouais. Toi, tu vas pas gérer n'importe quel joueur. À d'autres joueurs, tu sais que j'ai pas forcément le temps de le faire, mais je sais qu'il ne se passera rien. Et je pense que, pour le coup, le coach, personne ne pensait que s'attend à ce que ça arrive de Kofi Kouao. Après, le fait que tu dises c'est un bon gars, on en est tous convaincus. Hein. Ouais, c'est sûr. Ou alors il cache bien son jeu depuis quelques années, mais je pense pas. Non. Mais toi, tout comme on en a parlé de Sabaly, moi, ce qui fait de la peine pour le club et ce qui est gênant pour le club, c'est que c'est des petits trucs qui se répètent d'état d'âme. Dans une situation où le club en a pas forcément besoin, tu as mal démarré, tu as eu cette histoire avec Sabaly, tu as eu ce mercato un peu mouvementé, et là, au moment où tu avais trouvé un truc, une certaine sérénité malgré la défaite à Brest, tu remets une pièce dans la machine. Et ça donne du grain à moudre aux médias. Elle est loin l'époque du bâton de Bourbotte. Et pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, le bâton qui n'a pas changé d'ailleurs de propriétaire. On va revenir sur les résultats du week-end, si vous le voulez bien, histoire de passer un petit peu à la suite, car comme on l'a dit, il y a eu cet événement, mais visiblement ça n'a pas duré. Donc passons à la suite avec, vous l'avez vu, la défaite de Metz en ouverture. Il y a eu la victoire de Monaco face au Paris Saint-Germain ce samedi. Il y a notamment eu cette victoire de Brest sur la pelouse de Strasbourg, encore celle de Lyon contre Nantes. Au classement, nouveau leader en Ligue 1 avec le Racing Club de Lens qui est désormais devant le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille qui clôt le podium. En bas du tableau, par contre, la victoire de Lorient face à Nice demande aux Messins de faire un résultat le week-end prochain. Ils sont 17e avec 11 points et déjà 3 points de retard sur la 15e place qui est la première loin des barrages ou encore de la relégation, ce qui nous amène à la prochaine affiche de cette Ligue 1, la 15e journée avec le déplacement du FC Metz sur la pelouse d'Auxerre, que vous avez vu qui est là, lanterne rouge. Les deux derniers s'affrontent ce week-end. Très rapidement, Matho, le prochain adversaire du FC Metz, c'est donc Auxerre. C'est une victoire lors de la 5e journée face au Toulouse Football Club et depuis 3 nuls, 6 défaites. C'est une équipe qui va mal en ce moment, ça on peut le dire, même qui va tout petit peu mieux quand même récemment. Elle va un peu mieux, effectivement. Elle a fait donc 2 matchs nuls, c'est pas rien de faire match nul à Paris. Et juste avant, Paris FC. Paris FC, effectivement. Bon, Paris Saint-Germain. Il faut préciser maintenant. Effectivement. Et la semaine qui précédait ce match, c'était un match nul 0-0 contre Lyon, mais sincèrement, Auxerre méritait de gagner. Sinayoko avait loupé un penalty. Il y a eu un but annulé, je crois. Peut-être aussi, effectivement. Et Auxerre avait fait une très très belle prestation. Là aussi, je pense qu'ils auraient dû gagner. Et c'est plus une victoire justement contre Toulouse. Donc fin septembre, ça remonte. C'est ça. Donc c'est clair, le match est hyper important contre Auxerre. Il y a quelques statistiques à remettre en avant justement pour cette équipe d'Auxerre. On l'a dit, c'est un mal fou à marquer.
qui a un mal fou à marquer, mais on va le voir justement. C'est 2 victoires, 3 nuls, 9 défaites. On va le voir, c'est 8 buts inscrits, 20 buts encaissés. Voilà, il y a une différence de buts négative qui se dessine. Le meilleur buteur, Lassine Sinayoko, dont on a parlé, c'est seulement 3 buts depuis le début de la saison. Ça veut déjà dire beaucoup. Qu'est-ce qu'on en pense de cette équipe, Bertrand? On aime bien parler dans ces moments-là de match de la peur. Il est vrai que le FC Metz serait pas forcément très inspiré de redonner confiance à cette équipe-là quand on voit ce qui s'est passé avec Brest derrière. Déjà, j'aime bien le soutien qu'affichent les supporters à leur coach. Ça fait quelques matchs, ils avaient eu un échange justement, et ça peut être inquiétant. Parce que ça veut dire qu'ils travaillent forcément pas dans une tension, même si... Comme tu peux connaître à Nice par exemple, pour faire la comparaison. Ah oui, oui, puis en plus, je pense qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs de départ, donc forcément, c'est un peu plus tendu du côté niçois et de Francaise. L'équipe auxerroise, comme le disait à juste titre Mathéo, elle reste quand même sur 2 matchs nuls face à une équipe lyonnaise qui fait une belle première partie de saison, et puis le Paris FC, c'est pas simple d'aller chez eux. Donc moi je m'en inquiète, comme je m'inquiétais du match de Brest. J'étais ici présent et j'avais dit attention à ce match-là, parce que je maintiens mon discours et j'espère que je le changerai un jour ou l'autre, mais ces matchs-là, ils sont hyper importants parce que c'est des concurrents directs. Et que si tu n'es pas capable de le gagner, il ne faut surtout pas les perdre, parce que tu ne prends pas les points, mais ton adversaire direct prend les points. Alors c'est limpide, c'est de la logique implacable, et c'est vraiment des matchs importants. Et on est à 11 points, 14 journées. Si on part sur une base d'un maintien à 34 points, il nous manque 3 points actuellement. Donc on n'est pas à larguer, que ce soit les équipes au-dessus de nous ou parce qu'on est revenu avec cette série, bien entendu, parce que le départ avait été vraiment très très poussif. Et donc ce match-là, il va être important face à une équipe peut-être pas en forme, qui doute, mais en tout cas qui montre des signes où ça va pas être simple. J'ai envie de faire le parallèle, toi, avec cette équipe d'Auxerre qui a vécu un mercato compliqué avec Sinayoko, qui devait partir à Lens, qui était quasi signé, avec un embroglio, avec des déclarations de paroles non tenues, etc., et qui était l'attaquant numéro 1 d'Auxerre. Donc là, il a marqué que 3 buts. Mais peut-être parce que, justement, il a vécu ce faux départ avec cette frustration, avec aussi, c'est un jeune joueur qui a peu subi quelque part les foutes de 2 clubs, un qui lui avait dit « Ok, tu pars », et l'autre qui était prêt à l'accueillir, finalement non, et qui s'est plié au déshydratat du club. Et tu peux faire le parallèle avec ce FC Metz qui avait vécu ce mercato compliqué. Tu vois que ces 2 équipes-là en paye pour moi les pots cassés, parce qu'ils n'ont pas pu travailler dans la sérénité. Le coach également. Le coach en plus, je trouve que c'est un peu le même profil que le nôtre, Stéphane Le Mignan, qui prône une philosophie de jeu, de passe courte, de possession, etc. C'est pour ça qu'il obtient le soutien des supporters, tout comme Le Mignan obtenait celui de nos supporters à nous. Ça, ouais. Donc il y a une certaine proximité entre les 2 équipes. Et encore une fois, je pense que le salut du club, du FC Metz, c'est de savoir voyager comme à Nantes, c'est-à-dire t'y vas, mais costaud, solide. Tu sais qu'ils sont en difficulté offensivement et qu'eux, ils sont dans l'obligation de venir te chercher. Et je pense qu'il va y avoir des boulevards ou des espaces qui vont se créer, parce qu'ils ont cette difficulté à se créer des occasions, cette difficulté à marquer des buts, qui sont forcés de pousser à domicile. C'est 2 points de retard là sur Metz et Nantes, donc 9 points contre 11. Donc je pense qu'il y a une belle affaire à faire, parce qu'il y aura forcément des opportunités et ça ne sera pas forcément un match fermé. Attention Mathéo tout de même, parce que Metz, face à je vais mettre des guillemets, ses concurrents directs, c'est pas forcément gage de réussite pour les Grenats depuis le début de la saison. On a pris les équipes comme Angers, Le Havre où il y a eu match nul, il n'y a eu qu'une victoire, c'était face à Nantes justement. Face à Brest, que l'on pouvait juger comme un concurrent direct à ce moment-là. Au classement, ils étaient derrière les Grenats au moment de les affronter. Le bilan est assez particulier. C'est des matchs, aujourd'hui, des points dont tu as besoin pour recoller à la 13e, 14e place. D'autant plus quand on sait que, on l'avait répété plusieurs fois, quand on n'arrivait pas à gagner, c'est que ce match contre Angers, on avait bien dominé la première période. C'est quand même 3 places qui peuvent t'emmener en Ligue 2, en Ligue 1, et trouver 3 équipes pour prendre ta place, c'est pas forcément évident.
surtout quand on voit à quel point c'est serré. Il y a pas mal d'équipes effectivement qui jouent le maintien et donc on les a citées, notamment Brest. Ce match est vraiment décevant quand tu sais que tu avais le point du match nul, sachant que la performance globale n'était pas non plus Brest aujourd'hui incroyable. 11e. Oui, de toute façon la victoire à 3 points, on l'a bien vu avec notre montée, ça aide beaucoup dans ce classement si serré au niveau des points. Et clairement, Auxerre, concurrent direct, encore une fois, tu peux soit les relancer, soit justement quasiment déjà les enterrer, parce qu'avec 3 points de plus, on a combien d'écart? On a 2 points d'écart actuellement, et tu as 3 points de la 15e place. Ah, tu mets 5 points d'écart à Auxerre, sachant que tu es juste devant eux. Et puis c'est surtout que si tu perds, ça veut dire que tu récupères la place de Lanterneau rouge derrière. Exactement, et c'est pas négligeable. Avant de recevoir le Paris Saint-Germain. Sachant que la trêve arrive. Donc ce serait déjà Bertrand en train de succomber face à cette hypothèse. Je me vois dimanche déjà en... Déçu. Non, pas du tout. Je suis pas négatif et pessimiste. Stressé de ce match-là. Ce match, je sens le match de la peur en fait. J'aurais pas été stressé si justement contre Brest, tu avais réussi à garder au moins un point. Mais là, c'est vrai que ce match fait un peu plus peur maintenant. Les ingrédients de la victoire, ils sont peut-être connus ou pas pour vous qui nous regardez. En tout cas, on a posé la question à Jean-Philippe Bamin. Avec toute son expérience, il a su nous dire quelles vont être les armes. Messine, pour ce match face à Auxerre, on l'écoute. Non, faut que tout le monde est... De toute façon, tout le monde est solidaire et on reste soudé. On sait qu'on peut mettre pas mal d'équipes en difficulté quand on est concentré et quand on joue au ballon. Si on a tous ces ingrédients-là réunis, on sait qu'on est capable de faire de grandes choses. Donc on s'appuie sur les 3 matchs qu'on a pu faire, les 3 victoires qu'on a pu faire. Et ne pas faire comme les 2 derniers matchs, se relâcher et prendre des buts d'entrée de match comme ça. Dimanche prochain, dans 8 jours, Metz est relégable, est assuré de le rester avec cette défaite malheureusement. Vous allez affronter Auxerre qui est lanterne rouge. Ça va être un match qui va être très important, attendu toute la semaine. Vous en parliez déjà d'ailleurs, dans votre première réponse. Comment vous allez l'aborder? Est-ce que c'est déjà pas un match à qui tout double, mais quand même un match à très fort enjeu? C'est un match à très fort enjeu. Dans tous les cas, il faut aller là-bas prendre les 3 points et c'est tout. Aller là-bas pour prendre les 3 points et c'est tout. En même temps, c'est vrai qu'il y a une 15e journée qui arrive avec d'autres rencontres et des concurrents justement qui vont jouer aussi leur match. On va regarder ce qu'il va se passer ce week-end avec notamment vendredi 2 matchs. Ça change un petit peu, ça bouscule les habitudes. Brest-Monaco et Lille-Marseille. Samedi, Nantes-Lens, Toulouse-Strasbourg et Paris-Saint-Germain-Rennes. On aura droit dimanche à Nice-Angers, Auxerre-Metz, Le Havre-Paris FC et Lorient-Lyon. Il y aura donc pas mal de choses à faire. Messieurs, on va refermer la parenthèse Ligue 1 parce que ce week-end, il y a eu de la Ligue 1, oui, vous l'avez vu, mais pas que. On va passer au temps additionnel. Et oui, on a supprimé des compétitions, mais on a gardé peut-être la plus belle d'entre toutes, la Coupe de France, qui faisait parler d'elle ce week-end, avec notamment 3 clubs mosellans engagés dans ce 8e tour. On va le voir, malheureusement, les destins ne sont pas similaires pour tout le monde. Sarreguemines s'est incliné face à Nancy, 4-3. Ça s'est joué dans les toutes dernières secondes, dans le temps additionnel, justement. Fréma, lui, s'est imposé face au Racing Besançon, un club de National 3. La PM, lui, a perdu 2-0 de son côté contre une National 2. Malheureusement, un seul club qui passe et qui rejoindra le FC Metz. Et oui, les clubs de Ligue 1 font leur entrée en lice désormais maintenant. Ce soir aura lieu le tirage au sort à 19h. On va donc savoir contre qui le FC Metz va jouer, mais aussi contre qui Frémin va jouer. Franck, petite question. Frémin, c'est le petit poussé de la compétition, seul club de Régional 2. C'est le plus petit à cette échelle-là. C'est un costume qu'on rêve d'avoir, finalement, petit poussé en Coupe de France. Je pense que pour les joueurs amateurs, c'est le Graal. Et là, c'est direction Ligue 1. On ne veut pas de détails. Exactement. Faut taper un club de tu Ligue 1, serais déçu de retomber sur une N3, R1. Alors même si ça te augmente les chances de qualification, on va dire statistiquement, mais en termes d'émotion, en termes donc là, tu as déjà fait ton parcours plus ou moins. Ouais, et puis un moment qu'ils sont en lice, ces clubs-là. Et puis c'est un jeune club. C'est un jeune club qui s'est relancé. C'est mon ancien coéquipier Christophe Walter qui était l'entraîneur de Frémin Merlebach, il me semble, il y a quelques saisons. C'est ça, c'est Frémin Merlebach, on est d'accord, qui est parti. Il était au CO Merlebach. C'est pas le même? Non. D'accord. Je suis désolé. Alors je croyais que c'était le même. C'est pas loin. C'est la même ville. Oui, c'est la même ville. C'est les derby. Le derby parisien. Je ne savais pas qu'il y avait même les 2 clubs. Donc autant pour moi, c'est une fausse info, fake news. Mais non, mais c'est super intéressant pour
pour ces joueurs-là qui rêvent de fouler peut-être une pelouse. Ils vont certainement inverser le match si c'est un Saint-Symphorien, si c'est ailleurs. C'est le moyen de goûter un petit peu au grand stade, à une grande compétition. Par contre, il ne faut pas être spectateur. Même si tu as peu de chances de passer. C'est la coupe aux belles histoires. Il faut jouer. C'est surtout ça. Il faut ne pas regarder. Tu es content. Tu veux toucher ce qu'il y a de plus beau et de plus fort. Mais il faut que tu ailles jouer ce match. Parce que sinon, après, tu as de la frustration. Parce que si c'est pour rencontrer quelqu'un, t'en prendre 10, 11, 12, 13 et sans avoir donné, on va dire, le tout pour toi, ne serait-ce que pour toi, tes amis, ta famille, et de vivre le moment, ça ne sert à rien. Pour moi, voilà, c'est ça mon conseil. Très rapidement, Mathos, c'est vrai que si on revient sur Sarreguemines qui a failli éliminer l'AS Nancy-Lorraine, s'ils ont perdu, c'est-à-dire que Nancy est encore en course. Est-ce qu'on signe pour un MS Nancy là, en Coupe de France dès les 32e? Je ne sais pas si on gagne, oui. Non, mais Sarreguemines a fait un superbe match, sincèrement. Les 2 premiers minutes de Nancy, c'est un erreur. On rappelle le scénario, ils perdent 2-0. Il y a 2-0 pour Nancy, et puis 3-1. Ça revient à 3-3 à 86e et le 4-3 pour Nancy à la 92e. Les 2 premiers buts, c'est vraiment des buts évitables. Nancy, il y a une erreur d'alignement et ensuite c'est un peu un cafouillage sur corner, il me semble. Sarreguemines a su remonter. Ils ont fait de belles actions. Ça jouait balle au pied, ça jouait au sol, dans la surface. Et ils ont fait preuve de caractère pour remonter au score. Dommage, pas d'élimination de Nancy. Historiquement, Sarreguemines, quand même, on va dire régulièrement, élimine les gros. Ils ont éliminé, il me semble, Valenciennes il y a quelques années, voire même 2 fois. Ouais, ça fait là sur les 2 fois d'affilée, je crois. C'est un nom qui revient quand même pas mal souvent aux abords de cette 32e. Dijon également. Dijon, donc c'est un club qui a l'habitude de ces épopées ou de faire tomber les gros en Coupe de France. Donc je pense que mine de rien, dans la tête, mentalement, ils savent à chaque année que même si les joueurs passent, que le club est habitué à ce genre d'exploit et à ce genre de match. Il y avait une sacrée ambiance au stade aussi. Ah bah, t'es là pour vivre ce genre de choses, Bertrand. Petit mot sur la PEM. Bah oui. Bah oui, avec plaisir, très heureux pour eux et très déçus par rapport aux résultats. Ils ont vécu un moment fort déjà sur le 7e tour. C'était historique, un 8e tour. J'avais la chance d'en faire un 7e avec eux il y a 2 ans. Donc on était passé à 2 doigts. Et hier, quand je regardais la compo, 12 joueurs de l'effectif de l'année dernière étaient présents sur les 18. Donc ils sont dans la continuité et donc ils grandissent, ils continuent, ils emmagasinent de l'expérience parce que ils ont un championnat à aller gagner. Justement, quand même, tu as un peu une équipe, pas forcément petit poussé, mais c'est vrai que la Coupe de France, c'est un chemin à part, notamment quand tu commences à arriver dans cette zone des 32e, ce genre de choses. Est-ce que ça peut être un vrai coup au moral pour la suite de ta saison, de dire t'es passé à ça reste comme une grosse frustration finalement? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le match de l'APM, il y a 0-0 à la mi-temps, ils ont des situations et effectivement, il y a un peu de frustration dans le résultat. Le coach en parlait à la fin du match. Et toute cette capacité en fait de switcher, ça va être le rôle du staff et puis de l'environnement, de ne pas rester sur quelque chose. Il faut au contraire capitaliser sur le parcours, sur les 2 moments forts. Le stade était plein, il y avait le maire de Metz qui était présent, donc forcément ça crée de l'émulation. Les bénévoles ont été mis en avant parce qu'ils sont formidables à l'APM et dans bien d'autres clubs, mais bon, celui-là je le connais particulièrement. Donc il faudra faire attention effectivement que ça soit pas mal vécu. Maintenant ils ont un championnat encore une fois avec des objectifs forts. Ils sont 2e actuellement derrière Schiltigheim qui fait une première partie de saison assez formidable. Donc cette capacité de passer à cette autre compétition, puis ils vont rentrer dans la Coupe Grand Est, même si je sais que pour le président, Coupe de France, temps fort. Championnat, priorité, et puis la Coupe Grand Est, on verra. On prend ce qu'il y a à prendre. Ça aurait pu être leur premier 32e de finale en plus, je crois, de l'histoire en Coupe de France. C'est sûr, parce que le 8e, c'était le premier. Donc voilà, donc ça aurait pu, effectivement. On restera évidemment attentif à ce tirage. On rappelle, c'est juste après le Graoli finalement. Ce sera à 19h. On reviendra évidemment sur Moselle TV, sur le tirage du FC Metz et de Frémin. On en reparlera dès jeudi, messieurs. Malheureusement, notre tour additionnel arrive à sa fin. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de m'avoir accompagné. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Moselle TV.